C'est parti pour 21 km jusqu'à Negreira. On entame la dernière section de notre chemin qui va nous amener jusqu'à la mer et jusqu'au bout du monde. On va passer encore une fois sur la place de la cathédrale. Et le bruit que vous entendez, c'est un groupe de tourinos qui vont je sais pas où. J'espère pas à Fistera. On a quand même pu dormir cette nuit, mais on a eu du mal à s'endormir, non pas à cause du bruit, parce que c'était très raisonnable, mais à cause de la chaleur. Et aujourd'hui, ils ont prévu de grosses chaleurs. C'est pour ça qu'on part assez tôt, pas super tôt, puisqu'il doit être 7h30. Mais bon, on espère arriver avant qu'il fasse 40 degrés. Il est encore trop tôt pour dire s'il va y avoir beaucoup de monde sur le Camino jusqu'à Muxia et Fistera. Mais en tout cas, ça fait du bien de partir en début d'étape sans toute une foule de pèlerins autour de nous. Pas de foule de pèlerins, mais de la circulation. Bon, on vient de quitter cette rue et on va retrouver la quiétude du chemin dont on va profiter, donc je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, et aujourd'hui, on est en Galice, donc ça va monter, ça va descendre. On vient de croiser une pèlerine dans le sens inverse, et je lui ai demandé s'il y avait beaucoup de monde entre ici et Fistera. Elle m'a dit, bon, il y a un peu de monde, mais je dirais pas qu'il y a beaucoup de monde. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et elle a dû faire l'aller-retour Santiago-Fistera. Nous aussi, on va le faire, mais le retour, on le fera en bus. Fainéant. Bon, on va jeter un œil sur la cathédrale, vue de cette banlieue résidentielle. La cathédrale qui est quasiment au centre de l'écran. Je trouve que c'est de ce point de vue-là qu'on s'aperçoit que son architecture est vraiment plus élancée que ce qu'on pourrait penser quand on est à son pied. Pour l'instant, il y a quelques bois de chêne qui résistent, mais ça continue à se faire manger par les eucalyptus. Comme ici.
Et au niveau biodiversité des sous-bois, à part des fougères, il n'y a pas grand-chose. Bien, je vais tâcher de répondre à quelques commentaires et je vous remercie de vos commentaires. Enfin, de répondre aux commentaires, de répondre à quelques questions dans les commentaires. Première question, alors il faut que je me remémore parce que bon, la chaleur, ça fait fondre les neurones. Alors Thierry qui me demandait est-ce que c'était la première fois pour Clémentine. C'est 1500 ou 1600 voire 1700 km jusqu'à Fisterra, vu qu'on passe par Mouxia. Eh bien oui, pour elle c'est la première fois. Je dois avouer que elle m'a impressionné quand même. Parce que pour quelqu'un qui n'a jamais marché aussi longtemps, faire 1500 km comme ça, sans vraiment de gros bobos, à part au début où elle a eu quelques douleurs tendineuses, eh bien ouais, chapeau quand même. Et le tout avec un entraînement des plus succincts. Bon, je vous retrouve plus bas parce que là ça descend et il y a des cailloux. Bon, je reprends après cette zone résidentielle parce qu'on est sur une portion de route étroite. Il y a plein de voitures qui arrivent en face. J'ai pas la place de tendre le bras. Mais je peux pas leur en vouloir. Ils vont au boulot. J'espère qu'il y a l'air conditionné à votre boulot, sinon vous allez souffrir. Un beau pan de Norfolk. J'aime bien la végétation dans le coin parce qu'elle est diversifiée. C'est à la fois une végétation mixte, plus ou moins boréale. Il y a un peu de méditerranéen et puis un peu de tropical. J'en reviens à ce que je disais sur la performance, entre guillemets, de faire 1500 km à pied pour la première fois, quand on n'a jamais marché. Eh bien, il n'y a pas seulement le physique qui est en jeu, il y a aussi le mental. Le mental, il n'intervient pas que dans la meseta, il intervient tout au long du chemin. Et au début, quand on n'a jamais fait ce genre de périple, on ne sait pas comment on va réagir aux semaines d'absence de la maison, à plus ou moins bien dormir dans des auberges quelquefois bondées, avec du bruit, etc., etc. Et tout ça, on le découvre au fur et à mesure. Ah, j'arrive du côté où il y a plein de chats. Oui, ben, t'as raison de fuir parce que là-bas, il y a des chiens qui aimeraient bien te croquer. Ah, jusqu'ici, on était tous les deux. On vient de se faire dépasser par un tourigrino qui marche d'un bon pas. Tout ça parce qu'il a hâte d'arriver au bar. Ivrogne. Alors un pot d'épi et puis un chien. Hop là. Bon, je sais plus où j'en étais. Comme là, ça fait un paquet de temps qu'on musarde dans le calme de la forêt. Je parlais du mental, je crois. Quand on n'a jamais fait de longues randonnées comme celle-là, on ne sait jamais au début si on va supporter la répétition des jours de marche, la routine de chaque fin de journée, les nuits dans des albergues plus ou moins surpeuplées.
le bruit dans les dortoirs, la promiscuité, bref, tout ce qui fait les spécificités d'un camino comme celui qu'on est en train de faire. Et pour savoir comment réagir, forcément, il faut commencer. Et on a beau être préparé psychologiquement à ce genre de choses, ça n'est qu'au moment où on y est confronté qu'on sait comment on va réagir. C'est un peu comme les 100 derniers kilomètres, ça aussi, c'est une des épreuves, en tout cas sur le Camino Frances, à affronter. Ça fait plaisir d'entendre le chant des oiseaux. Eh ben tais-toi, on n'entend rien. Alors non, on va pas aller au café-bar au Sarcos, on va aller au Messon Alto do Vento, qui est mon point de chute, qui devient habituel maintenant. On traverse le village de Quintans, et après on aura une grosse côte. Je rigole parce que le tourigrino américain derrière vient de souhaiter Buen Camino à 3 personnes âgées qui discutaient tranquillement dans la rue. Et il vient de re-souhaiter Buen Camino à un couple qui promène leur chien. Ça se trouve, il connaît que ces 2 mots en espagnol. Il commence à y avoir du monde, dont un certain nombre qui ont démarré de Sarria, dont notre Américain qui souhaite Buen Camino à tout le monde, et qui est californien, parce qu'on a papoté un petit peu comme ça. N'empêche que quand je vois des tourigrinos la trentaine d'années en pleine forme physique avec des minuscules sacs et qui font transporter des grosses valises à roulettes et que je vois des gamins comme ça porter eux-mêmes des caisses, moi je me dis que ce sont plutôt les gamins qui mériteraient la Compostela. Enfin bon, les enfants là, ils font pas le chemin, ils vont dans un jardin d'enfants qui est aménagé au milieu de la forêt et qui a l'air très cool. J'irais bien jouer avec eux. Bon alors normalement, on devrait bientôt arriver au point de regroupement des gnous. Et qui dit point de regroupement des gnous dit second petit déjeuner. De toute façon, c'est l'heure. Voilà. Et il y a des tourigrinas qui ont piqué ma table. Pitié, non. Adieu. Le chemin entre Santiago et Finisterre. En fait, le gros troupeau de tourigrinos qu'on a vu en partant de Saint-Jacques-de-Compostelle, ils sont arrivés au bar. Et là, il y a un troupeau énorme qui vient de débarquer. Il y en a plein qui sont passés. J'ai l'impression qu'on est tombé en plein dans plusieurs trains de tourigrinos. Ça, c'est vraiment pas de bol. Malheureusement, ça se confirme, la section Santiago Finisterre
Ben, ça va devenir comme Saria. Ouais, il va y avoir un autre wagon devant nous. Comme vient de me le dire Clémentine, faut qu'ils parlent plus fort, on les entend pas assez. C'est infernal. Vous pouvez être sûr qu'à partir du moment où un tour opérateur se met sur un créneau et propose des services qui facilitent la vie des marcheurs, comme le transport de bagages, le taxi, etc., etc., eh bien les autres vont lui emboîter le pas et puis la nature du chemin en sera radicalement bouleversée. Je viens de m'apercevoir qu'on est lundi. Et si ça se trouve, les circuits organisés comme ça démarrent le lundi. Donc, il ne faut pas démarrer le tronçon Santiago-Fistera un lundi. Je viens de lire le panneau de permis de construire des bâtiments que je viens de filmer difficilement. Et a priori, c'est un lotissement de style traditionnel. Certainement pas les constructions traditionnelles du coin en tout cas. On va affronter la grosse côte de l'étape et on vient de dépasser encore un wagon de Tourigrinos. Il y en a peut-être devant nous, on va voir ça. Mais en attendant, je vous retrouve en haut. Heureusement que la température est encore supportable et qu'on est un peu à l'ombre. Parce que cette côte-là, elle est longue et elle est raide. Voilà, on devrait bientôt arriver au sommet de cette côte et après ça va être tranquille. Et en entendant les bruits des bâtons des deux qui nous suivent, je me dis que l'abonné qui, quand j'avais fait le tour du Lot, m'avait dit les bruits de bâtons c'est dérangeant et puis ça fait mal aux oreilles, avait tout à fait raison. Et c'est pour ça que depuis, Clémentine et moi, on marche qu'avec des embouts en caoutchouc, qui tiennent très bien d'ailleurs. J'en ai juste perdu un, j'ai été obligé d'en racheter un autre. Mais sinon, ils ne se sont pas percés. Et comme ça évite de réveiller les habitants des villes quand on part à 6 ou 7 heures du mat'. Bon, on est presque à la fin de cette côte. Et normalement, il devrait y avoir un point d'eau au sommet, ce qui est heureux parce que Clémentine a oublié sa gourde à l'auberge. J'espère juste que le point d'eau ne sera pas dégradé. Et oui, maintenant, on est obligé de se poser ces questions-là. Bon, ben plus de fontaine. Les postiers sont nos amis. Parce que je viens de croiser un postier qui était en train de mettre du courrier dans une boîte. Enfin, ça paraît naturel quand on est postier. Et donc, ce postier m'a indiqué la maison moderne d'une dame qui a un robinet, ou alors un bar à un peu moins d'1 kilomètre. Vu que le bar est à moins d'1 kilomètre et qu'il faut qu'on achète de toute façon un récipient pour mettre l'eau,
ben, on va aller au bar, on va pas déranger la dame. Hein. Et ça, c'est un super prétexte. Quoique c'est pas une bonne idée de s'attarder au bar parce qu'on va se faire rattraper sinon par la horde de tourigrinos. Voilà ce fameux bar. Et comme j'ai entreaperçu la bande de criquets jaunes derrière nous, on va pas s'attarder parce que avec le bol qu'on a, ils sont dans la même auberge. En fait, finalement, on va se poser un petit peu. De toute façon, les criquets, on les aura toujours. Ben en fait, non, on va lever le camp parce que y en a un gros paquet qui s'est arrêté. Là, on faisait une pause. Et vu le boucan qu'ils font, bon, ça peut paraître péjoratif que j'appelle ces groupes les criquets. Mais bon, j'assume parce que quand ils arrivent quelque part, on a vraiment l'impression que c'est un vol de criquets qui s'abat sur une culture. Tout à l'heure, quand on s'est arrêté, ils nous ont coincés dans un coin de la terrasse, on ne pouvait plus sortir. Et alors, je vous raconte pas quand ils arrivent dans un dortoir. C'est l'enfer. À l'exception, en fait, des groupes scolaires qui, pour ceux qu'on a rencontrés qui étaient dans les mêmes auberges que nous, ont été absolument exemplaires. Je ne sais pas si vous les entendez, mais là, il y en a 3 qui sont en appel téléphonique. J'aurais bien envie de répondre à l'appel aussi, parce qu'elles sont en visio. Ça ferait pas un photobombe, mais un appel téléphonique bombe, ou un appel visio bombe. Tiens, ça me fait penser à une question que j'ai eue en commentaire. Est-ce que tu préfères la partie française et espagnole ? Eh depuis le début, j'ai toujours préféré la partie française. Pas parce que c'est en France, mais pour plusieurs raisons. La première, c'est que les hébergeurs ont beaucoup plus l'esprit pèlerin. Et puis c'est plus respectueux dans les auberges françaises. Si je devais résumer, le véritable esprit du chemin, maintenant il est en France. Et certainement pas en Espagne. Et en tout cas, sûrement pas sur le Camino Frances, et encore moins sur la partie Sarria-Santiago, ou sur la partie maintenant Santiago-Fistera. Ce qui est ironique, c'est que une bonne partie de ces groupes font montre d'une foi profonde, enfin, en tout cas en apparence, mais ils sont juste pas aperçus que ce sont les marchands du temple qui ont pris le pouvoir. Business is business. Bon, on arrive à Ponte Macera. Et j'ai l'impression qu'il tourne un film. Permiso. Bon, j'ai demandé à un des techniciens, ils sont en train de tourner un spot publicitaire. S'ils pouvaient tourner un spot pour bégon jaune ou bégon vert. Bon, il nous reste 3 km à faire à peu près, un tout petit peu plus.
Et on sera content d'arriver parce que là il commence à faire chaud. Et comme vous l'aurez sans doute remarqué, cette vidéo est partie dans tous les sens. Voilà, on va aborder la dernière section de cette étape. On va traverser ce petit polygone industriel avant d'arriver dans la ville de Negreira. Il va y avoir un club de tir dans le coin. Ou alors, c'est que les mecs visent très mal le lapin qu'ils sont en train de chasser. Ah, là, ils sont passés au canon. Voilà, nous arrivons à Negreira. Et en fait, ils chassaient le flamant rose. Et comme notre albergue, c'est l'albergue San José, nous allons contourner la ville. Et être bouchonné par un tracteur. Voilà, on est arrivé. Bien, je vais m'installer dans ce petit jardin. Et puis en profiter tant qu'il n'y a pas encore trop de monde. Voilà, donc fin de cette étape de 21 km. Et on avait de l'espoir au début, parce qu'on était vraiment tranquille. Et puis les Tourigrinos sont arrivés, entourés de leur tour opérateur. Voilà, on va s'y faire, mais malheureusement, ce tronçon-là devient peu à peu comme Sarria. Et ça, c'est bien dommage. Demain c'est Santa Mariña, à 22 km. Et ensuite, comme on va vers Muxía et que normalement les Tourigrinos vont vers Fisterra, on devrait être plus tranquille, peut-être parce que maintenant je préjuge de rien. Voilà, en attendant, routine habituelle, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.